Merci beaucoup pour ton invitation, qui me donne cette opportunité de faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire ce que je ne sais pas faire ou que je n'ai jamais fait. Bonjour à tous. Alors je ne connais pas trop les traditions de la maison, mais enfin, moi, si vous voulez m'interrompre pendant ma présentation, il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas. Je vais passer sur un certain nombre de points qui, d'ailleurs, sont très communs avec ce qu'a dit Marc. Nous ne sommes pas concertés sur le contenu des présentations et vous verrez qu'il y a beaucoup d'identités. Bien, écoutez, moi je vais peut-être repartir beaucoup plus loin que le siècle dernier. J'aime bien, à guise d'introduction, faire un parallèle entre le cerveau humain et les biotechnologies. Ça fonctionne à peu près de la même façon et c'est aussi complexe. Dans le cerveau humain, vous avez l'archécortex qui permet de répondre aux besoins fondamentaux, hein, boire, manger, se reproduire. Puis vous avez la couche supérieure qui est le paléocortex, c'est ce qui permet d'acquérir une expérience. Hein, c'est chaud, je mets la main, je me brûle, si je la remets, c'est qu'il y a un problème. Et le néocortex, donc celui qui permet la caractéristique de l'espèce humaine, hein, ce qui permet de se projeter dans l'avenir. Les biotechnologies, c'est la même chose. Depuis le fond des temps, on utilise le vivant pour transformer des matières premières de cueillette ou d'origine ensuite agricole, etc., en boisson, hein, le fromage, la bière, le vin, etc. Bon, ça marche très bien, le pain. Valeur sûre. Donc, depuis le fond des temps, de manière empirique, on a utilisé ces transformations biologiques. Après, les cieux, comme disait Brassens, ont été frappés d'alignement. On a commencé à comprendre, grâce tout d'abord au microscope de Van Leeuwenhoek, ensuite toute la phase pasteurienne, la microbiologie, les enzymes que l'on appelait des diastases à cette époque-là, tous les principes de transformation. Donc tout ça, ça aboutit à une rationalité qui s'est traduite par ce que l'on a appelé le génie biochimique. Comme il y a un génie chimique pour la chimie, il y a un génie biochimique pour la biologie. De manière très récente, il ne faut pas oublier que les applications vraiment industrielles de ce génie biochimique, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc il n'y a pas une éternité. C'est très très récent. Et puis arrive au milieu des années 70 le génie génétique, dans la possibilité de transférer de l'information génétique d'un système vivant à un autre. Et là, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Donc voilà ce qui permet de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, on en est à la biologie de synthèse ou à la biologie synthétique. Il paraît que biologie de synthèse, ça fait moins peur, je ne suis pas sûr. Mais bon, donc voilà où on en est. Donc voilà, et sur ces trois couches, comme dans notre cerveau, hein, ça s'interpénètre, ça se chevauche. Si tout à l'heure il y a le feu ici, il va falloir courir très vite. Votre néocortex va être court-circuité, c'est l'archécortex qui va prendre le pas là-dessus. Bon, la biotechnologie, c'est la même chose. Hein. Suivant les conditions, suivant les contextes, on va faire soit du très moderne, soit du moins moderne, soit de l'archaïque. Ces biotechnologies, on les a colorisées. Il y a une bonne douzaine d'années pour aller chercher de l'argent chez les investisseurs. Vous savez, quand on s'adresse aux financiers, il faut être assez simple et clair. Le discours qui a été tenu, c'est le suivant. Vous investissez, messieurs les capitaux risqueurs en particulier, uniquement dans la santé, biotechnologie rouge, croix rouge. Ça rapporte beaucoup, c'est le jackpot dès qu'on a un nouveau médicament. Mais ça rapporte de moins en moins parce que la pression réglementaire, Marc l'a dit, est de plus en plus prégnante. C'est de plus en plus difficile. Investissez par contre dans les biotechnologies industrielles que l'on a appelées blanches, white biotechnology. L'industrie, c'est pur, c'est beau, c'est blanc. Ça rapporte beaucoup moins, mais beaucoup plus souvent. Donc l'un dans l'autre, c'est intéressant. Et en plus, dans ces biotechnologies industrielles, on va utiliser certainement des systèmes génétiquement modifiés, hein, des micro-organismes génétiquement modifiés en particulier, les fameuses usines cellulaires dont parlait Marc, mais on va les utiliser en milieu confiné, il n'y aura pas de relargage. Dans le nucléaire non plus, hein, il n'y a pas de relargage. C'est une autre histoire. On peut élaborer là-dessus. Vous n'aurez pas, donc, puisque c'est un milieu confiné, les problèmes d'opposition levés par les biotechnologies végétales, hein, les OGM, donc les biotechnologies vertes. Donc voilà cette colorisation. Après, on peut coloriser
à volonté, le jaune pour l'environnement, le bleu pour le marin, etc. Et ce discours a bien marché, parce que c'est à l'origine de toutes les clean tech. Marc l'évoquait, au cours des 5 dernières années, enfin surtout au début des années 2010, on a investi aux États-Unis plus de 3 milliards de dollars dans les microalgues, ce qui est assez fascinant parce qu'effectivement, avant que l'on puisse faire des biocarburants avec des microalgues, il va se passer beaucoup de temps. Voilà. Mais enfin, donc, le discours a bien marché, ces clean tech se sont bien développés. Donc, la biotechnologie industrielle, ça a une réalité. Je voudrais partir de ça. On est dans de l'existant, donc depuis la seconde moitié du XXe siècle. Cet existant, il n'est pas négligeable. On produit à peu près 90 à 100 millions de tonnes d'éthanol, d'alcool, par cette voie biologique. C'est encore ce qui marche mieux, hein. La bonne levure Saccharomyces cerevisiae qui fait de l'éthanol à partir du sucre. L'isoglucose, c'est un sucre qui d'ailleurs est remis en question actuellement aux États-Unis à partir de maïs. Donc il n'y a pas de canne à sucre ou de betterave aux États-Unis de manière significative. Il y a du maïs. Ce maïs contient de l'amidon. L'amidon, on le déconstruit en glucose. Ce glucose, on l'isomérise enzymatiquement. Et c'est un procédé purement enzymatique avec enzyme immobilisée pour donc faire un mélange glucose-fructose édulcorant. 15 millions de tonnes, ce n'est pas négligeable, c'est de la biochimie lourde. Des acides aminés, le glutamate, 2,5 millions de tonnes. Il y a toute une série d'autres acides aminés, en particulier la lysine. Ensuite, on passe sur des acides organiques autour du million de tonnes, et puis on diminue assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a un existant à très grande échelle de ce génie biochimique. Je vous invite, par exemple, à aller voir une société comme Rocket à l'Étrême, dans le nord, près de Lille, où on craque tous les jours 7000 tonnes de céréales, surtout du maïs, un peu de blé, un peu de pommes de terre. Donc 7000 tonnes par jour, c'est vraiment du lourd, c'est du gros industriel. Tout ça à coup d'enzymes, de micro-organismes. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis subitement à revisiter ce domaine des biotechnologies industrielles? Eh bien, il y a différents points. Un premier point, c'est l'accès nettement accru à la biodiversité. Pendant très longtemps, lorsqu'on voulait avoir accès à la biodiversité, en particulier microbienne, il n'y avait pas d'autre solution que de cultiver ces micro-organismes. Mais ces micro-organismes, dans la nature, ils ne vivent jamais à l'état isolé, c'est un peu comme nous, ils sont toujours en population, et donc il y a des synergies qui s'établissent. Et arriver à trouver les conditions pour les faire pousser de manière isolée, c'est relativement sportif, c'est assez difficile, il faut beaucoup de chance, et c'est donc une limite à cet accès à la biodiversité. En gros, sur un biotope quelconque, que ce soit votre système intestinal, que ce soit un sol, on va accéder à peu près à quelques pourcents, enfin on ne sait pas exactement, enfin quelques pourcents de la biodiversité. Je vous rappelle, au niveau intestinal, que vous avez une flore extraordinaire qui a un rôle de plus en plus élucidé, qui contrôle beaucoup de choses, en particulier des pathologies comme le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Nous avons dans le corps 10 fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Le patrimoine génétique de ces micro-organismes est 100 fois supérieur au niveau gène au patrimoine humain. Donc, qu'est-ce qui mène le jeu ? Surtout quand on sait la connexion directe entre le système nerveux intestinal et le cerveau. Bon, c'est une autre histoire. Alors, comment a-t-on amélioré cet accès à la biodiversité ? On l'a amélioré par la métagénomique. C'est-à-dire que pour accéder à cette diversité, au lieu de cultiver des micro-organismes isolés, on a extrait l'ADN. Donc, par exemple, à partir d'un intestin humain, on va extraire l'ADN, ça se fait très bien, on va le fragmenter en gros morceaux, 40 000 paires de bases. Ces gros morceaux, on va les mettre dans des vecteurs un peu particuliers, ce sont des cosmides ou des phosmides. En fait, ce sont des sortes de virus que l'on va utiliser pour infecter des bactéries, par exemple, Escherichia coli au hasard. Et lorsque l'on a donc cloné ces vecteurs, on a constitué une banque métagénomique. Cette banque métagénomique, on peut faire deux choses avec ces banques, soit séquencer l'ADN qui a été cloné dans ces vecteurs, on séquence et puis on va chercher les gènes qui sont présents, soit on peut faire de la métagénomique fonctionnelle, c'est-à-dire que
on cherche une fonction. Par exemple, je veux dégrader de la cellulose pour des applications biotechnologiques. Bon, bien, je vais partir d'un intestin de végétarien, la probabilité sera plus grande. Je peux partir aussi d'un rumen de vache, je peux partir d'un intestin de termite, organisme spécialisé, d'un coléoptère, etc. Et je vais aller chercher là-dedans les enzymes qui vont dégrader la cellulose. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais cette banque métagénomique. Je donne comme seule source de carbone à ces bactéries qui contiennent ces vecteurs de la cellulose, par exemple la cellulose qui a été marquée avec un colorant bleu. Et lorsque j'ai un spot, eh bien, ça veut dire, puisque Escherichia coli n'a jamais été capable d'hydrolyser la moindre cellulose, ben, ça veut dire qu'une nouvelle fonctionnalité a été acquise par Escherichia coli, par cet apport d'ADN. Donc, bien, on sait que là, on a effectivement la capacité à dégrader de la cellulose. Et puis, on peut comme ça donc, utiliser différents types de cribles. On a un entonnoir, on part d'un certain nombre de clones, et puis on va chercher les coups au but, les hits, puis on va séquencer ces coups au but. Alors l'intérêt, c'est que comme on a pris des gros fragments d'ADN, on va avoir non pas un ou deux ou trois gènes, on va avoir toute une portion de génome, et en particulier, quand on a fait ça à partir de bactéries, des opérons. Alors ça, c'est très intéressant quand on veut dégrader des substrats comme la cellulose ou comme des hémicelluloses, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une seule activité enzymatique, mais toute une série d'activités qui sont synergiques. Par exemple, pour la cellulose, on va avoir des enzymes qui vont couper en gros morceaux, d'autres qui vont grignoter par les extrémités, et finalement, les cellobiases qui vont aboutir au glucose. Donc, ces clusters de gènes, on va pouvoir les retrouver dans ce séquençage. Autre point, deuxième point très important, l'évolution de la capacité à lire et à écrire de l'ADN. Ça, c'est vraiment, pour moi, assez fascinant et impressionnant. La diminution du coût de la lecture de l'ADN ou de sa synthèse, dans un degré moindre, toutefois. Vous pouvez le voir ici aussi. Entre le moment où Craig Venter a séquencé le génome humain, il a fallu à peu près 3 milliards de dollars et ça a pris une bonne douzaine d'années. Et aujourd'hui, pour moins de 1 000 $, vous pouvez vous faire séquencer votre génome en quelques jours. Vous voyez un peu la chute. Et apparemment, on n'a pas encore vu le bout. Ça va continuer à diminuer avec de nouvelles technologies, les NGS, les Next Generation Sequencing Technologies. Pour la synthèse d'ADN, ça a diminué aussi. Tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement n'importe quel laboratoire bien équipé peut faire séquencer les micro-organismes sur lesquels il travaille et peut faire synthétiser les gènes dont il a besoin. En particulier, lorsqu'il veut générer de la diversité, lorsqu'il veut introduire des mutations, eh bien, on peut très facilement, par des systèmes de cassettes, obtenir très vite et très efficacement ces fragments d'ADN. Donc aujourd'hui, par exemple, surtout en Californie, les capitaux risqueurs investissent dans des sociétés qui sont spécialisées dans la synthèse de l'ADN avec de nouvelles technologies. Ici, à Paris, il y a une nouvelle société qui vient de se créer avec des anciens élèves de Polytechnique et des mines, qui s'appelle DNAscript, qui va faire de la synthèse d'ADN non pas par voie chimique, mais par voie enzymatique, en utilisant une polymérase, une enzyme qui va polymériser ces nucléotides, qui fonctionne sans matrice, alors que la plupart des polymérases ont besoin d'une matrice. Donc tout ça, ça bouge pas mal. Ce qui bouge aussi, troisième point, c'est l'accès à des puissances de calcul extraordinaires, l'accès facilité à ces puissances de calcul, et l'accès à des données qu'évoquait tout à l'heure Marc. Et là, on rentre dans un cycle qui est le cycle de n'importe quelle innovation industrielle. Si vous voulez construire un Airbus, par exemple, puisque je suis toulousain, ça sera la même démarche. Vous allez faire de la modélisation, donc c'est là qu'intervient la bioinformatique. On a des tas de banques de données, en particulier une banque à Kyoto qui regroupe toutes les données sur les voies métaboliques. À partir de cette modélisation, donc in silico dans l'ordinateur, vous allez construire votre modèle, vous allez le construire par biologie moléculaire, vous allez ajouter
tel gène codant pour telle enzyme et vous allez enlever tel autre gène. Lorsque vous aurez construit cette maquette, eh bien, vous allez la tester. Si les résultats correspondent à ce que vous attendez, eh bien, vous allez passer à une échelle supérieure. Si ça ne marche pas, ce qui est généralement le cas, bien sûr, eh bien, on fait de l'itération, c'est-à-dire qu'on revient à la modélisation, on reconstruit, etc. Le 1,3-propanediol qu'évoquait Marc tout à l'heure, ben, ça a pris une bonne quarantaine de modifications. Plusieurs années, une cinquantaine de personnes sur ce projet, vous voyez, c'est quand même assez lourd. Donc voilà le cycle que l'on va mettre en œuvre. Bon, je passe sur cette image, elle a été déjà commentée. La biologie de synthèse, donc la définition que donne l'OCDE. Cette biologie synthétique, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein. On en parle aujourd'hui, mais Stéphane Leduc a écrit un ouvrage qui s'appelle La biologie synthétique en 1912. Alors l'idée, si vous voulez, c'est l'idée qui a prévalu par exemple en chimie. On a commencé par extraire des molécules de systèmes vivants, d'organes, dans la chimie organique. On a fait une description de ces molécules, et puis on les a synthétisées. Et là, on a pu déboucher sur une industrie chimique, la synthèse de molécules à très grande échelle. L'idée dans la biologie, c'est la même chose. On commence par extraire, par décrire, et puis il faut synthétiser. Et là, on n'y est pas encore. Mais est-ce qu'il pensait quand même, c'était pas quand même la même chose, parce que est-ce qu'il disait pas surtout qu'on pouvait faire des molécules biologiques par la chimie aussi bien que par la biologie? Oui, mais c'était surtout comprendre comment ça marche. C'est l'histoire du réveil. On a tous à un moment donné décortiqué un réveil, si on n'est plus doué un moteur de voiture, et puis quand on le remonte, c'est par exemple un des travaux pratiques à l'école des mines, hein, il faut remonter le moteur de voiture, et puis il y a une caisse spéciale, c'est la caisse où on met les pièces qu'on n'a pas su remonter. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas remonté la machine, eh ben, on ne la maîtrise pas. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas le vivant parce qu'on n'est pas capable de le reconstruire. On avance, mais enfin, à mon avis, on est encore très très loin du compte. Donc c'est ça l'idée aussi, hein. L'idée, c'est tant que je ne sais pas reconstruire, je ne domine pas. Donc, on revisite cette biologie synthétique aujourd'hui en combinant toutes ces approches donc, de sciences biologiques et surtout maintenant de sciences de l'ingénieur. Hein, c'est vraiment une approche d'ingénieur, puisqu'il y a, effectivement, tu as beaucoup insisté là-dessus très justement, la finalité d'application. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on sait construire des fragments d'ADN de plus en plus longs. La première expérience marquante, 2010, Craig Venter, qui crée une nouvelle bactérie, mais tu as très justement dit, et ça je crois que c'est le plus important, c'est pas créer de la vie, parce que le chromosome synthétique, dans lequel d'ailleurs Craig Venter avait mis sa signature en faisant une faute, eh ben, il a été mis dans une cellule où il y avait toute la machinerie permettant la réplication. Donc, ce n'est pas créer du vivant, c'est changer, c'est modifier le vivant, tout simplement. Enfin, tout simplement, entre guillemets, bien sûr, soyons modestes. On est passé des systèmes les plus simples, Escherichia coli, prokaryotes, à des systèmes plus complexes, la levure. Donc, l'an dernier, au mois d'avril, a été publié le chromosome 3 de la levure, et aujourd'hui, vous avez une série de laboratoires au niveau mondial, et je regrette qu'il n'y ait aucun laboratoire français impliqué dans ce projet. Donc, ils vont reconstruire totalement la levure Saccharomyces cerevisiae. Alors, vous allez me dire, pourquoi reconstruire? À quoi ça sert? Ben, tout simplement parce que ces reconstructions de chromosomes s'accompagnent de modifications, et en particulier, on met là-dedans ce qu'on appelle des landing paths, c'est-à-dire des zones d'atterrissage où on va pouvoir injecter telle ou telle information génétique beaucoup plus facilement, de manière, encore une fois, à fabriquer des usines cellulaires. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas reconstruire pour reconstruire, c'est reconstruire pour disposer d'outils infiniment plus simples à utiliser, infiniment plus performants. Et vous voyez qu'il faut beaucoup de monde pour faire ça. Donc c'est donc l'équipe de Jeff Buck, qui est maintenant à New York, qui a réalisé ce premier travail. C'est un domaine dans lequel les publications explosent et un domaine où ce sont toujours les États-Unis
et la Grande-Bretagne qui sont en position de leader. La France n'est pas trop mal placée, mais enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Alors, en plus, grâce à l'amélioration de tous ces outils, en particulier de prédiction par modélisation in silico, on va pouvoir dessiner de nouvelles voies métaboliques et identifier, par exemple, des étapes métaboliques pour lesquelles on n'a pas des catalyseurs enzymatiques et pour lesquelles il va falloir construire ces catalyseurs enzymatiques, c'est-à-dire construire le gène qui code pour la protéine qui va catalyser cette réaction. Donc ça, c'est un domaine qui se développe énormément et ce sont des approches qui sont parfaitement connues en chimie. Hein. Ce sont les approches de rétrosynthèse. Donc on applique ces approches de rétrosynthèse à la biologie. Vous avez en particulier une société qui vient d'être créée l'an dernier à Évry, dans la mouvance de l'équipe de Jean-Loup Follon, à l'ISSB, l'Institute for Synthetic and Systemic Biology. Donc Abolis a pour objet de redessiner des voies métaboliques. Vous voyez qu'il y a énormément d'approches, ça c'est aux États-Unis, combiner les approches de chimio-informatique avec les approches de bioinformatique, puisque dans le domaine pharmaceutique, on connaît très bien ces approches. Hein. Il y a des logiciels dans l'industrie pharmaceutique qui permettent, lorsqu'on veut atteindre telle ou telle molécule, de faire une rétrosynthèse et d'optimiser cette rétrosynthèse. Voilà. On peut faire la même chose en jouant non pas sur des étapes chimiques, mais sur des étapes biologiques, donc sur des chemins métaboliques. Par exemple, une société Evolva, qui est une société suisse très en pointe dans ce domaine de la biologie synthétique, avec en particulier une collaboration importante avec L'Oréal pour des ingrédients cosmétiques. Eh bien, Evolva, vous voyez, a fait l'acquisition d'une société spécialisée dans cette modélisation des voies métaboliques. Autre approche, Marc évoquait ce qu'a décrit Philippe Marlière, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des nouveaux nucléotides. Eh bien, par exemple, le travail qui a été fait par l'équipe du professeur Romosberg au Scripps Institute à Loyola, en Californie, qui a introduit, à côté des deux paires de nucléotides bien connus, ATCG, eh bien, une paire supplémentaire. Eh bien, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On crée une société aux États-Unis pour valoriser ces résultats et pour développer en particulier des applications médicales. Même chose donc aux États-Unis, le MIT qui a signé un accord avec Pfizer justement pour générer de la diversité grâce à ces approches de biologie synthétique, en particulier générer de nouveaux antibiotiques. On a tout un tas de systèmes, par exemple les systèmes PKS qui permettent de fabriquer ce type de molécules, et donc on peut mixer les constituants de différents systèmes PKS pour générer, là encore, une nouvelle diversité moléculaire. Quatrième point nouveau, c'est la performance des outils analytiques. Et ça, je crois que c'est un apport majeur. Aujourd'hui, quand on a une cellule, qu'elle soit microbienne ou supérieure, eucaryote supérieure, on peut savoir exactement quels sont les gènes qui s'expriment dans cette cellule. On peut savoir, grâce à l'épigénétique, quels sont une partie des contrôles sur ces expressions. On peut connaître toutes les protéines. On peut identifier à partir d'un spot plus de 2000 protéines différentes immédiatement. On peut connaître tout le métabolome, c'est-à-dire toutes les molécules qui sont présentes à un instant donné dans cette cellule. Et si on fait ça en fonction du temps, on peut connaître le fluxome, c'est-à-dire quels sont les flux de carbone, etc., dans le métabolisme de cette cellule, ce qui va être très important, en particulier quand on veut optimiser ces flux. Et lorsque l'on a construit l'usine cellulaire, eh bien, on termine dans un fermenteur dont la taille peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres cubes, et dans lesquels on va donner les conditions optimales de pH, température, milieu de culture, oxygénation, etc., dioxyde de carbone,
pour obtenir la meilleure croissance microbienne. Deux points, quand on cultive des micro-organismes à cette échelle-là, on est dans l'hétérogénéité la plus totale. Beaucoup de gens le redécouvrent lorsqu'ils passent à ces échelles-là, ça a été le cas d'Amiris en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, on n'a pas un micro-organisme unique, on a une population microbienne comme la nôtre, certains courent vite, d'autres courent moins vite, etc. Et il faut favoriser la croissance des plus productifs, comme toujours, c'est un bon débat philosophique ça aussi, pour avoir le maximum d'efficacité. Et on est dans l'hétérogénéité, c'est-à-dire que dans un fermenteur de cette échelle-là, eh bien, il y a des zones qui sont très oxygénées, d'autres qui ne le sont pas du tout, des pH qui varient, etc. Donc il y a toute une approche qui est très technologique, mais qui est essentielle au succès de ce genre d'extrapolation. En effet, il y a 3 points majeurs. Là. Bon, c'est simplissime, mais enfin, encore faut-il y penser, et on n'y pense pas toujours. On veut partir de ressources renouvelables, essentiellement du carbone. On a besoin de carbone pour toutes ces réactions, pour construire ces molécules. On veut obtenir un produit grâce à ces usines cellulaires. Eh bien, il y a 3 points incontournables, il y a 3 juges de paix. Le premier, c'est le rendement maximal. Vous allez utiliser comme source du carbone, par exemple, du glucose ou du glycérol. Eh bien, ça a un prix. Ça a un prix. Si votre rendement est de 50%, ce qui est merveilleux, ça vous donne de suite le prix des matières premières. En général, on est plutôt à 20 ou 30%, donc le prix augmente d'autant. Donc le rendement est essentiel. C'est pour ça qu'il faut éliminer les étapes métaboliques qui sont superflues. Mais vous êtes dans un système vivant. La levure, ou même Escherichia coli, il a envie de faire ce qui lui plaît. On le force à faire autre chose, mais lui, il a envie de se construire tout un tas d'autres molécules qui lui font plaisir. Donc, ce n'est pas si simple. On ne peut pas gratuitement tout éliminer. Le concept du micro-organisme minimal dans lequel on a juste ce qu'il faut pour assurer la croissance et la reproduction et dans lequel on peut injecter à volonté telle ou telle voie métabolique, c'est un peu un rêve. Hein. Enfin, du moins, on est loin de le maîtriser. Deuxième paramètre, la vitesse de production maximale, ce qu'on appelle la productivité. Combien va-t-on faire de grammes par litre et par unité de temps, par heure, par exemple? Il est clair que cette productivité, elle va conditionner, de même que le temps nécessaire pour obtenir la conversion souhaitée, ça va conditionner l'investissement, ce qu'on appelle dans l'industrie les CAPEX, les capital expenditures. Combien il va falloir investir parce que le volume du bioréacteur en sera directement la conséquence. La biotechnologie, c'est cher, c'est très cher. Le minimum, c'est investir 1 euro pour 1 euro de marché. Donc pour obtenir 1 euro de produit sur le marché, eh bien, il faut investir au moins, parfois plus, 1 euro. Rien à voir avec la chimie, qui, dans la plupart des cas, a des installations qui sont amorties de longue date et pour lesquelles on n'a donc aucune incidence sur le prix de revient. Donc les investissements conditionnés par la productivité. Et enfin, la forte concentration. La forte concentration, si on veut faire des anticorps monoclonaux pour la pharmacie, lorsqu'on a quelques grammes, une dizaine de grammes, c'est merveilleux, c'est très bien, c'est parfait. Quand on veut faire un acide aminé, voire des biocarburants, on est complètement à côté des clous. À côté des clous parce qu'on est dans l'eau. On est dans l'eau et les coûts de purification, ce qu'on appelle le DSP, Downstream Processing, vont être extrêmement élevés. Très souvent, dans la plupart des cas, le coût de la purification du produit que l'on veut obtenir va représenter 50%, la moitié, du coût global du procédé. Souvent, on entend dire que la biologie, c'est dans l'eau, donc c'est merveilleux, il n'y a pas de solvant. Franchement, quand on est dans un solvant, je plaide pour la chimie, Marc, tu le noteras, quand on est dans un solvant, récupérer le produit qui est dans le solvant, c'est relativement facile, on évapore, et nettoyer un solvant, ça se fait par distillation, c'est beaucoup moins cher que nettoyer de l'eau. L'eau, c'est très difficile à nettoyer.
c'est un coût très important. C'est pour ça que, par exemple, en fermentation, chaque fois que c'est possible, on a renoncé à utiliser des mélasses, hein, le substrat traditionnel de fermentation, qui est un milieu très complexe. On préfère utiliser du glucose pur parce que le coût de dépollution est nettement plus faible. Voilà. Alors, il y a des cas où ça marche. Alors, moi, je suis cocorico, je suis désolé, franco-français. D'abord, je cite ce qui a été fait en France. Et un très beau résultat, c'est la fabrication de l'hydrocortisone par des levures, toujours par Saccharomyces cerevisiae, qui a été donc mise au point. Alors, c'est une longue histoire, là aussi. Ça a pris une bonne quinzaine d'années. C'est l'équipe de Denis Pompon, à l'époque au CNRS à Gif, maintenant à Toulouse, qui a contribué à cette construction avec les équipes de Sanofi. Donc, l'idée, justement, comme il y a cette voie du mévalonate dans la levure, c'est d'utiliser la levure pour produire cet anti-inflammatoire, cet hydrocortisone. Alors, c'est un procédé qui a commencé au milieu des années 90 avec Hoechst Marion Roussel, HMR, qui a été racheté par Aventis. Enfin, ça donnait Aventis. Puis Aventis a été racheté par Sanofi. Donc, ce n'est pas ce qui favorise forcément l'éclosion de nouveaux procédés. Mais donc, aujourd'hui, on y est, et Sanofi donc, industrialise cette production d'hydrocortisone, donc 20 étapes de chimie, à partir d'éthanol ou à partir de glucose, dont il y a eu, bon, je n'insiste pas là-dessus, hein, le détail de toutes les modifications qui ont dû être apportées. La levure en particulier permet une compartimentation. On peut faire des choses dans les organites, en particulier dans les mitochondries, si on veut compartimenter et éviter certaines toxicités de produits intermédiaires. C'est un des gros points à résoudre. Ce qui est important, c'est que quand on fait de l'hydrocortisone industriellement par voie chimique, ça ne se fait pas en 3 minutes. Entre la première étape et la dernière étape, il se passe un an et demi à peu près. Parce qu'à chaque étape, il faut purifier. Parfois, on change d'usine parce qu'il y a des spécificités de réaction qui sont dans telle ou telle usine. Donc, ça prend beaucoup de temps. Là, vous avez une cellule qui vous fait ça immédiatement. Et c'est en cours de concrétisation industrielle sur le site d'Elbeuf au niveau de fermenteurs de plusieurs centaines de mètres cubes. L'artémisinine, bon, tu en as beaucoup parlé. Donc Jay Kissling, l'université de Berkeley, le JBI, le John Bioindustry Institute, à l'origine donc d'Amiris, qui a été qui a démarré en 2004. Donc d'abord bactéries Escherichia coli, ensuite levure pour des raisons d'extrapolation. Alors moi je vais prendre un peu la suite. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une start-up américaine et qu'on a réussi ce superbe coup au but? La production de l'acide artémisinique et la licence donc à Sanofi. Bien, on est à la fin des années 2000. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 2000? Crise économique et le prix du pétrole s'envole autour de $150 le baril. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne cherche pas d'autres cibles autour de la pharmacie ou autour de produits à très haute valeur ajoutée. On fonce sur les biocarburants. Et c'était la grande vague des biocarburants à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan scientifique, d'abord. Sur le plan scientifique, on prend la même construction que celle qui conduit à l'acide artémisinique. On enlève ces 3 étapes terminales, les 2 étapes qui sont là, et on met ici une étape qui conduit à un trimère de l'isoprène, qui est le farnésène, donc molécule polyinsaturée. Et ce farnésène, en fait, c'est ce qu'on appelle un drop-in. Drop-in, c'est-à-dire une molécule que l'on peut mettre directement dans le réservoir d'un véhicule, ou aujourd'hui, plutôt, ce n'est pas du diesel qui est visé, c'est plutôt du kérosène, valeur ajoutée plus importante, donc les biocarburants pour l'aéronautique. Donc voilà, ça c'est la reconstruction. Sur cette base d'investissement, puisqu'on est dans la levure, on va faire un biokérosène. Ce farnésène, si on veut l'utiliser, il faut le réduire, donc réduire ses insaturations, et donc on obtient le farnésane, molécule à 15 atomes de carbone, ramifiée comme vous le voyez ici. Pour faire cette molécule, qu'est-ce qu'il faut?
il faut du carbone. Donc, on va chercher le carbone le moins cher. Où est-ce qu'il y a du carbone le moins cher? À l'époque, c'est le Brésil. Le Brésil, parce que production de sucre de canne avec de très hauts rendements, à des coûts très faibles, parce que le coproduit du sucre de canne, c'est la bagasse. Je ne veux pas dire sous-produit, parce que c'est très intéressant, pour générer de l'énergie. On peut brûler la bagasse, et donc ça permet d'être autonome, même de revendre de l'électricité, donc le coût énergétique est minimisé. Donc voilà, la démarche, c'est lever beaucoup d'argent en faisant miroiter les biocarburants, aller s'installer au Brésil. Et alors, bon, tout ça, ça demande des méthodologies très sophistiquées, du haut débit, etc. Et on est toujours donc aux États-Unis, et évidemment, à partir du moment où on est une société cotée, il faut maintenir le cours de bourse. Donc on annonce tel rendement, telle productivité, etc. On annonce qu'on va passer sur des gros volumes. Ça se fait en particulier en Espagne. Et puis, il y a un moment où on dit, non, là, on n'est pas au bon rendement encore. Et alors, du jour au lendemain, boum, l'action perd 90% de sa valeur. Et c'est là que Total, société Total, donc qui avait déjà mis pas mal d'argent dans Amyris, remet de l'argent et prend en quelque sorte le contrôle. Donc aujourd'hui, le Farnesen se développe au Brésil, mais je dirais que le savoir-faire industriel de Total y contribue énormément. Donc voilà la suite de l'histoire. Entre-temps, le prix du pétrole s'est écroulé. Alors ça, c'est une autre histoire. Entre-temps, effectivement, je lisais hier que je ne sais plus quel émir déclarait que le prix du baril ne remonterait certainement pas à 120 dollars. Donc effectivement, c'est très stimulant parce que autant on peut faire des choses quand on a un baril de pétrole à 150 dollars, autant à 50 dollars, c'est beaucoup plus délicat et il faut être beaucoup plus créatif. Donc nous n'en aurons que plus de mérite. Voilà, donc il y a toute une série d'autres réalisations. Marc a évoqué le 1,3-propandiol. Alors justement, c'est intéressant de voir que Dupont a fait le 1,3-propandiol à partir de glucose. Il y a une petite société française qui est à Clermont-Ferrand, Metabolic Explorer, qui fait du 1,3-propandiol, mais non pas en voie aérobie, en présence d'oxygène, mais en voie anaérobie, avec un autre micro-organisme qui s'appelle un Clostridium. Et donc, je crois que c'est après. Voilà. Metabolic Explorer. Alors, l'intérêt de la voie anaérobie, c'est justement qu'on n'a pas besoin de la vitamine B12. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de la vitamine B12, donc ça peut être un intérêt au niveau économique. Donc, Metabolic Explorer a essayé d'industrialiser son procédé. Ils ont essayé de construire une usine en Malaisie. Bon, il y a eu pas mal de petits problèmes. Et finalement, ils ont licencié ce procédé à un groupe chimique coréen qui s'appelle SK Chemicals. Une autre molécule, c'est l'acide succinique. Donc, il y a pas mal d'intervenants sur l'acide succinique. Il y a Reverdia. Donc, l'acide succinique, c'est une molécule classique de la chimie, mais que l'on peut faire donc, à partir de glucose. Reverdia, c'est une association, une joint venture entre Rocket, la société française Rocket, et le groupe néerlandais DSM. BioAmber, c'est une société qui a commencé par développer ce procédé succinique en Champagne-Ardenne et qui maintenant est installé à Toronto, enfin dans les environs de Toronto au Canada. Myriant a aussi un procédé acide succinique. BASF est là aussi. Donc, c'est un peu inquiétant parce que sur un marché de 30 000 tonnes par an, aujourd'hui, on a à peu près 70 000 tonnes qui sont déjà installées en capacité de production. Voilà. Donc, Metabolic Explorer fait également de la méthionine. La méthionine, c'est pour l'alimentation animale. Voilà, je vais passer rapidement. Des sociétés très traditionnelles comme le Safre, qui fait de la levure de panification, eh bien, s'intéressent également à ces approches de biotechnologie industrielle. Michelin donc, s'associe au Brésilien Braskem et à Amyris. On retrouve Amyris pour faire de l'isoprène. On peut, plus anecdotique, par exemple, faire de la soie fluorescente en clonant des gènes de protéines fluorescentes extraites d'algues
on peut obtenir, vous voyez, ces beaux tissus fluorescents. Au niveau des enzymes, je vais peut-être passer là-dessus rapidement. Aujourd'hui, on peut, comme je le disais tout à l'heure, créer des activités enzymatiques, on peut créer de nouveaux produits. Je vous donne juste un exemple, c'est dans le domaine de la synthèse de polysaccharides. On a des enzymes qui sont capables de partir de la molécule simple du saccharose et d'utiliser l'énergie de cette liaison oxidique pour fabriquer des polymères. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas manger des bonbons le soir avant d'aller au lit, parce que vous avez tout un tas de micro-organismes qui fabriquent ces enzymes, qui font des polysaccharides, ce qui leur permet de se coller sur la surface des dents et de faire de la fermentation qui va pomper le calcium. Donc c'est le mécanisme de cariogénèse, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enzymes? On peut faire des polysaccharides et on peut générer là aussi de la diversité. On peut générer de la diversité, c'est-à-dire qu'à partir d'un gène qui code pour une telle enzyme, eh bien, on peut effectuer des mutations, soit ciblées, soit au hasard. Et ensuite, eh bien, on va cribler là aussi ces banques de gènes. On va les cribler. Alors, pour les cribler, on utilise des méthodes de RMN, parce que la RMN permet de savoir exactement qu'est-ce qu'on a comme type de liaison. Et donc, sur des cycles de RMN de quelques minutes, de 3 minutes, eh bien, on peut savoir exactement ce que l'on a généré comme diversité. On peut savoir si on a des liaisons qui sont des liaisons alpha 6, alpha 3, alpha 2, etc. Donc, on a comme ça des collections de mutants auxquels on va faire fabriquer des polymères et on va pouvoir tester les propriétés de ces polymères, dont certains sont très filmogènes, d'autres sont très texturants, etc. Donc on peut créer des polysaccharides qui n'existent pas dans la nature. Bon, aujourd'hui, on en est à la dynamique moléculaire pour mieux comprendre le fonctionnement de ces enzymes et rentrer dans ces arcanes. Voilà, ces enzymes, on les immobilise sur des supports, on les utilise. Point important, la source de carbone, si vous voulez. Aujourd'hui, ce qui est disponible très facilement, avec une réalité industrielle, c'est ce qu'on appelle la première génération. Dans la première génération, ce sont des sucres, l'amidon, le saccharose, des huiles, en particulier l'huile de palme, et on a le problème de la compétition avec les usages alimentaires, bien entendu. En fait, cette compétition n'est vraie que pour les biocarburants, parce que ce sont les seules molécules qui sont produites à des échelles telles qu'il y a une compétition significative. Si vous voulez fabriquer de l'artémisinine, il n'y a aucun problème, vous n'allez pas épuiser le stock d'amidon mondial. Donc on passe à une deuxième génération, la biomasse lignocellulosique, dont tout ce qui est coproduit de l'agriculture, les rafles de maïs, le son de blé, la paille, la forêt, des cultures dédiées comme le miscanthus par exemple. En attendant, plus tard, la troisième génération, les microalgues et les valorisations de plantes entières, dans le concept de bioraffinerie. Donc, comme on fait le craquage du pétrole, eh bien, on peut envisager de faire le craquage des végétaux et des biomasses lignocellulosiques. Donc, on a, depuis l'année dernière, les premières unités de production de sucre à partir de ces biomasses lignocellulosiques qui ont démarré, en particulier aux États-Unis, avec une association entre Poète et le groupe néerlandais DSM. La petite société CIMV qui est à Toulouse démarre avec Diadic et avec Taurus, société suédoise, un pilote financé par l'Union européenne. Vous voyez que des gens comme Clariant, les chimistes allemands, s'associent à Mercedes, Daimler, le groupe Daimler, donc pour faire des biofuels à partir de ces biomasses lignocellulosiques. KO utilise les microalgues pour avoir toute une nouvelle diversité d'acides gras, bon, etc. Je passe là-dessus. Par exemple, le groupe Heinz, le groupe agroalimentaire Heinz envisage d'utiliser ces déchets de tomates, enfin la peau des tomates, ce sont des polyesters, donc pour générer des bioplastiques pour Ford et pour l'industrie automobile. Donc vous voyez, on peut utiliser l'acide lactique qui est obtenu à partir de lactose pour faire des acides polylactiques. Donc voilà, bon, rapidement, qu'est-ce qu'on essaye de faire en France? Eh bien, grâce aux investissements d'avenir, on a pu obtenir le financement d'une structure qui s'appelle
Toulouse Wild Biotechnology, donc c'est l'interface public-privé. Je vais aller vite là-dessus. La vision, c'est contribuer au développement d'une bioéconomie basée sur le carbone renouvelable. La mission, elle est double, c'est construire les outils biologiques qui sont, comme le disait Marc, très souvent utilisés en complément de la chimie. Et puis c'est aussi une nouvelle philosophie de l'interface public-privé, montrer que ces interfaces entre le monde académique et les entreprises peuvent être simples et éventuellement efficaces, sans trop de discussions inutiles. Un point important, bon, quand on veut transformer des ressources renouvelables en produits en utilisant des systèmes biologiques, c'est l'acceptation sociétale, l'aspect sociétal. Donc, dans tous les projets, il y a non seulement l'œil du scientifique et du technologue, mais il y a aussi l'œil du philosophe et du sociologue. C'est-à-dire qu'on travaille, on s'est associé à l'École supérieure d'éthique et des sciences pour examiner tous les projets sous cet angle-là, l'angle de l'éthique et du développement durable. On a un philosophe embarqué qui vient passer de temps en temps une journée avec les chercheurs pour discuter d'aspects complètement différents des aspects scientifiques et technologiques. Donc ce projet est un démonstrateur pré-industriel. Alors pré-industriel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut accélérer le passage d'un résultat de recherche à une preuve de concept, c'est-à-dire la décision, est-ce qu'on va à l'échelle du pilote industriel ou pas. Donc c'est ça vraiment la phase sur laquelle on peut gagner beaucoup de temps et où on peut, je dirais, éviter la mort des projets, ce qu'on appelle la vallée de la mort. Donc pour cela, eh bien, l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique, a joué un rôle très moteur, parce que pour l'INRA, eh bien, en plus des applications alimentaires des agro-ressources, eh bien, il y a aujourd'hui certainement la possibilité de développer des applications industrielles. Ce projet donc, rassemble un consortium donc, d'industriels dans lequel on trouve à la fois des très grands groupes comme Total, L'Oréal, Solvay, etc. Givaudan, numéro 1 mondial des parfums et des arômes, ou des petites sociétés, toutes petites sociétés comme Carbios, Deinov. Donc vous voyez un panel très large. Ces industriels s'engagent pour 3 ans à payer un droit d'accès. Ces sommes sont réinjectées dans des projets très amont destinés à générer de la propriété intellectuelle. Et en plus, bien sûr, ils ont un accès privilégié à la propriété intellectuelle qui est générée. Donc il y a aussi des investisseurs, parce que un objectif, c'est de créer des startups. Donc on envisage la première création de startups. Et donc les 3 partenaires publics, c'est l'INRA, le CNRS et l'INSA, à côté de pôles de compétitivité et de structures locales. Ce projet est adossé à un laboratoire qui est un gros laboratoire, le laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés, dont avec 350 chercheurs, un budget annuel de 15 millions d'euros, et surtout, une tradition très ancienne de collaboration avec des partenaires industriels qui se traduit par de nombreux contrats, dont je passe là-dessus. Le projet est financé jusqu'à fin 2019. Le budget est de 20 millions d'euros, 10 pour l'investissement, 10 pour le fonctionnement, auxquels s'ajoutent les cotisations des industriels, donc en gros aujourd'hui 1 million d'euros. La gouvernance, donc, il y a un consortium avec un comité d'orientation stratégique, une cellule exécutive qui s'adosse sur une unité mixte de recherche pour les chercheurs et TWB qui est une unité mixte de service et qui fournit donc des plateaux techniques. Vous voyez, 7 plateaux techniques, je passe sur le détail. L'éthique étant un plateau technique, l'évaluation environnementale, l'analyse de cycle de vie étant aussi un plateau technique. Donc avec un conseil scientifique dans lequel on trouve Jack Isling d'ailleurs, un conseil donc éthique et développement durable. Alors juste pour terminer, 3 types de projets. Des projets très amont qui sont financés de manière très simple sur 2 pages, 3 pages. On peut recevoir un postdoc, c'est-à-dire 150 000 euros. Et c'est un appel à la créativité. Donc c'est générer de la propriété intellectuelle, comme je le disais, propriété qui est 100% publique. Il y a des projets financés par les industriels. Dans ce cas, la propriété intellectuelle est 100% industrielle. Donc on ne discute pas le partage de propriété intellectuelle, on ne discute pas des redevances. Par contre, on discute des primes de succès. Si les résultats sont là, si l'objectif est atteint,
il y a des primes de succès. Et puis des projets intermédiaires qui sont cofinancés. Bon, juste rapidement, Carboïs, c'est un des premiers projets qu'on a financé. C'est transformer la levure, Saccharomyces, en microalgues. C'est-à-dire faire en sorte qu'une levure utilise comme source de carbone du CO2, du dioxyde de carbone. Donc c'est pas simple, mais comme c'est Denis Pompon, ça marche relativement bien et on envisage de créer une société à partir des résultats. En particulier, il y a de la sérendipité. La sérendipité, c'est-à-dire qu'on a des résultats inattendus. Quand on clone certains gènes dans une levure, eh bien, elle pousse plus vite. Et des levures qui poussent plus vite, ça intéresse beaucoup de monde. Bon, je passe là-dessus. J'ai été très long. On a aussi des projets donc, cofinancés par les investissements d'avenir. Vous voyez, par exemple, Syntax, c'est avec un groupe chinois, Adiceo, qui est spécialisé dans l'alimentation animale. Bien, l'objectif, c'est de fabriquer de la méthionine. Alors, la méthionine, donc, c'est un marché de 800 000 tonnes, hein, c'est pour l'alimentation animale. Donc, la méthionine, on peut la faire chimiquement, encore la synergie avec la chimie, à partir d'hydroxybutyrate. Donc, comment fabriquer du dihydroxybutyrate? Eh bien, on peut prendre une analogie, c'est l'analogie avec l'homocérine. L'homocérine, vous voyez la différence, ici il y a un hydroxyle, ici il y a une amine. Eh bien, donc, on connaît la voie qui conduit de l'aspartate, de l'acide aspartique à l'homocérine. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Dans ce cas, il faut partir de l'analogue qui est le malate. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas les enzymes qui peuvent catalyser ces deux étapes. Donc il faut construire ces deux enzymes. Voilà. Donc l'objectif du projet, c'est construire ces deux enzymes pour arriver à une synthèse performante de cet hydroxybutyrate. Voilà, donc biologie synthétique. Bon, il y a d'autres projets sur du biokérosène à partir d'huiles microbiennes, sur des bioplastiques qui soient recyclables, non pas biodégradables, mais surtout recyclables. Des projets avec les partenaires industriels, bon, en particulier avec Total. Bon, je passe là-dessus. Où est-ce qu'on en est? Le but du jeu, c'est 1 euro pour 1 euro. L'État a mis 20 millions, donc il faut générer 20 millions de contrats. L'objectif dans le business plan, c'est à 5 ans, 8,5 millions. Et au bout de même pas 3 ans, on en est à 12,8. Donc le schéma de partenariat avec les industriels et de simplification de ces rapports fonctionne relativement bien. Donc il y a 3 ans, on était 2, on est 66, 16 emplois permanents et 50 emplois de postdoc. Nous avons casé notre premier postdoc comme directeur scientifique de Global Bioénergie, une start-up qui est à Évry. Donc on avait placé la barre très haut. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir été un peu long.